Poutine n'a plus beaucoup d'amis dans le monde. Mais certains pays d'Asie centrale continuent de le soutenir. Et ce n'est pas sans conséquence. Avant, je n'associais l'Asie centrale qu'aux vacances, au soleil, à la poussière, aux pastèques et aux repas de fête chez ma grand-mère. Mais l'invasion russe en Ukraine a tout changé. Depuis, la patrie de bon nombre de mes proches ne représente plus la même chose pour moi. Je m'appelle Marta Zamira Akhmedov, je suis journaliste et mon père est originaire d'Ouzbékistan. Avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et le Tadjikistan, ces pays forment ce qu'on appelle communément l'Asie centrale. Jusqu'en 1991, ils faisaient partie de l'Union soviétique. Et aujourd'hui encore, ils entretiennent des relations très étroites avec la Russie. Depuis 2022, la Russie a fortement augmenté ses importations de coton ouzbek, et notamment la pâte de coton, nécessaire à la fabrication de poudre à canon, de carburant pour fusées et d'explosifs. Avant, le coton servait principalement de poudre à canon, et c'est toujours le cas. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse au coton, et plus particulièrement au travail forcé et à l'emploi d'enfants qui découle de cette industrie. J'ai commencé à enquêter dans la région en 2015. À l'époque, j'avais du mal à trouver des réponses à mes questions. Le simple fait d'en parler était extrêmement risqué. La moindre publication en lien avec le coton pouvait vous causer des problèmes et tomber sous le coup d'une interdiction. Je m'appelle Timur Karpov, je suis photographe et je réalise des documentaires. Je suis le fondateur du 139 Documentary Center, un espace artistique situé à Tachkent. On a travaillé dans ce bâtiment pendant près de 5 ans. Mais les propriétaires ont décidé de le démolir et nous ont mis à la porte. C'était terrible parce qu'on y avait investi énormément de temps, d'énergie et de ressources. Le nom de notre centre est une référence à l'article 139 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan. Cet article sanctionne la diffamation et la calomnie. Ma mère est une célèbre réalisatrice de documentaires. En 2010, elle a été condamnée en vertu de ce fameux article 139 pour diffamation et insulte envers la totalité du peuple ouzbek. Derrière ces cartons se trouve le texte original d'une de nos expositions, qui s'appelait Pashta. Nous avons dû le modifier à plusieurs reprises. On va vous montrer la version finale. Tu peux bouger le carton ? Et voilà, c'est tout ce qui reste de notre exposition sur le coton. Cotton Bomb. Depuis, on a tout transféré dans cet entrepôt. Si l'Empire russe a décidé de conquérir l'Asie centrale, c'était essentiellement pour y cultiver du coton. Mais qu'est-ce que le coton au juste?
Et pourquoi cette plante est-elle autant convoitée? Au milieu du XIXe siècle, la Russie était le pays le plus belliqueux de la planète. Ses dépenses militaires et sa consommation de coton étaient plus importantes que n'importe quelle autre nation. Parce qu'avant, le coton servait principalement de poudre à canon. Et c'est toujours le cas. Tous les mois ou tous les 2 mois, je trouve des informations qui démontrent à quel point l'industrie du coton nuit à nos sols. C'est une activité également très dommageable pour nos ressources en eau, mais aussi pour toute l'économie de l'Ouzbékistan. Et bien sûr, de nombreuses personnes sont opprimées à cause du travail forcé lié à sa production. Vous savez si ces plants de coton ont été traités avec des pesticides? On les a traités, mais avant la récolte. Ah, vous avez tout pulvérisé avant la récolte. C'est ça? Et quel produit vous avez utilisé? Un défoliant? Oui, un défoliant. La Russie a toujours exercé une forte influence sur notre pays. Nos liens sont très étroits. Et il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, le commerce. Nos relations ont commencé à se développer durant la période soviétique. À l'époque, toutes les élites d'Ouzbékistan étaient liées d'une manière ou d'une autre à Moscou. Certaines personnes haut placées avaient par exemple fait leurs études là-bas. Par conséquent, il est tout à fait logique que nous ne puissions pas nous séparer de la Russie aussi facilement. Ce que je vais dire va paraître dur, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan reste une colonie de la Russie. Nous n'avons pas encore réussi à nous détacher de l'influence russe. Depuis quelques mois, nous préparons nos nouveaux locaux. Nous sommes actuellement en train de fignoler les derniers détails. Et nous nous apprêtons à ouvrir au mois de novembre. Mon psy m'a conseillé de prendre mes distances avec mon travail. Et en particulier avec cette nouvelle version de notre centre culturel. Mais je ne peux pas faire ça. C'est mon rêve, mon bébé. J'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Quoi qu'on fasse, on se retrouve toujours à regarder les empires qui nous entourent, que ce soit la Chine, la Russie, et pour certaines raisons aussi l'Arabie saoudite. On est constamment en train de se tourner vers eux, comme si on ne pouvait pas exister de manière autonome. Au printemps 2024, j'ai voyagé à travers l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan. Je voulais savoir à quel point la guerre en Ukraine avait affecté l'Asie centrale et ce qu'elle avait changé là-bas. J'ai été témoin de nombreuses contradictions, comme le fait que les personnes originaires d'Asie centrale subissent énormément de racisme en Russie. Who do you think you are? I've been made by Mama Russia and my Tajik papa. En étant célèbre, j'ai vite compris que la chute risquait d'être rude. Aujourd'hui, je ne peux plus chanter en Russie, parce que je me suis positionnée contre la guerre en Ukraine.
Tout le monde a essayé de m'intimider. Pourtant, je continue à vivre en Russie. Je m'appelle Manija, je suis née au Tadjikistan et je suis chanteuse en Russie. Quand je revois cette performance, j'en suis fière, malgré toutes les difficultés que ça a représentées. Ma participation à l'Eurovision a deux facettes. Au début, on a surtout parlé de moi parce que je suis de nationalité tadjik et que je représentais la Russie au concours Eurovision de la chanson avec un morceau qui s'appelait Russian Woman. Les gens se demandaient comment une tadjik pouvait se considérer comme une femme russe. Déjà à l'époque, il y a eu des menaces. J'ai eu le sentiment qu'il me serait impossible de mener ma carrière jusqu'au bout. Depuis 2022, je suis arrêtée et interrogée pendant des heures dès que je passe la frontière russe. Avec le temps, je m'y suis habituée. Mais l'attentat terroriste du Crocus City Hall a rendu les choses encore plus difficiles. J'habite tout près de cette salle de concert. Lorsque l'impensable s'est produit, ça a été un vrai cauchemar. Je ne peux même pas vous décrire à quel point cette tragédie m'a affectée. J'en souffre encore aujourd'hui. J'associe de nombreux souvenirs personnels au Crocus City Hall. J'y ai donné mon premier grand concert. Ça m'a énormément blessée d'apprendre que les auteurs de cet attentat étaient des Tadjiks. Les agissements de ces salauds ont affecté la manière dont notre nation est perçue en ce moment. Pour chaque citoyen tadjik, c'est très difficile à supporter. En ce moment, de très nombreux Tadjiks sont expulsés du territoire russe. On les brutalise aux frontières. C'est aussi le cas pour tous les étrangers qui veulent se rendre en Russie. J'appelle à ne pas attiser la haine interethnique, que ce soit envers les Tadjiks, mais aussi envers toutes les personnes originaires d'Asie centrale. Il est très important de comprendre que le terrorisme n'a pas de nationalité. You cannot control the way the wind blows. Mon appel à l'apaisement a été largement relayé sur Internet. Mais des médias d'extrême droite et plusieurs canaux Telegram s'en sont mêlés. J'ai alors été victime de cyberattaques et des bots ont piraté mes comptes sur les réseaux sociaux. En 2022, la guerre en Ukraine a commencé et 2 ans plus tard, il y a eu cet attentat. C'est émotionnellement très difficile. Je revois constamment les images de ces gens en train de se faire tuer au Crocus City Hall. Но могу сказать, что, конечно, certaines personnes ont délibérément essayé de me détruire. Et cette tragédie a joué en leur faveur. Mais ils n'y sont pas parvenus. Aujourd'hui, je continue à travailler chez moi comme avant, à Moscou. Et je suis heureuse d'avoir toujours la chance d'écrire des chansons.
что я могу писать песни. Всею душою тебя молю, останься, все прощу, да только меня коснись легонько, и я навсегда твоя. Россия стала Avec le temps, la Russie est devenue ma patrie. с самого детства. Depuis toute petite, j'ai rencontré ici des gens tellement aimants et qui ont fait tant de choses pour moi. Столько сделали в моей жизни. Salut, je suis Rukola et je viens de Moscou. Mais ma maman m'appelle Manija, ça veut dire tendresse. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой? Dans les années 1990, ce qu'on appelle la guerre civile du Tadjikistan a profondément divisé la société. En 2023, je suis allée à Dushanbe pour enregistrer une chanson contre la guerre qui s'appelle Gun. Антивоенную песню. A wild iris grows. Silently she moves inside. You'll never take. Моя мама уже Quand ma mère a quitté le Tadjikistan, elle m'a emmenée avec elle. дочкой, Elle voulait avant tout fuir les combats et toutes ces destructions. убегая от войны. Убегая от En partant, elle a pratiquement tout perdu. то, что она потеряла. И в один Sa vie avait changé d'un coup. и Et pour le bien de ses enfants, elle avait choisi de s'exiler en Russie avec mon père. в Россию. А на тот момент À l'époque, on croyait cette idée soviétique de nation fraternelle et d'entraide entre les peuples. On était persuadés que tout serait plus simple en Russie. Mais à son arrivée ici, ma mère a été confrontée à des propos discriminants qu'elle n'avait encore jamais entendus. Ça, c'est ma mère, ma grand-mère et mon oncle. J'ai toujours essayé de m'adapter et en quelque sorte de me camoufler pour ne pas être considérée comme une immigrée. Je ne voulais pas qu'on me montre du doigt ou qu'on m'insulte. Et j'avais peur de devoir un jour m'enfuir devant des skinheads qui se seraient rendus compte que j'étais une étrangère. Alors oui, j'ai tout fait pour m'adapter. J'ai perdu mon accent et je parle russe. Mais à un moment donné, j'ai compris que j'avais tellement voulu m'intégrer que je m'étais perdue dans ce processus. Les femmes tadjiques dansent comme ça. À l'origine, c'était un hommage à la nature et on appelle ça la danse de l'aigle. Aujourd'hui, je commence à retrouver mes racines, même si j'ai perdu une grande partie de mon identité à tout jamais. Lors de mon voyage, j'ai constaté que l'influence russe était encore très forte en Asie centrale. Les gens, y compris ma famille, regardent beaucoup la télévision russe. La langue russe est omniprésente et on voit encore des monuments soviétiques un peu partout. Cette influence s'exerce même dans la culture pop.
Pendant 3 jours, des milliers de fans ont célébré leurs artistes occidentaux préférés lors d'un grand festival à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Au programme, Taiga, Die Antwoord ou encore The Cooks. Au Kazakhstan, les grands événements de ce genre sont rares. Et c'est super de voir que chez nous aussi, les choses bougent en matière de culture pop. On est très contente. Mais on sait aussi que ce festival a été organisé ici pour des raisons liées à la guerre en Ukraine. Dans quelques minutes va débuter l'événement le plus tonitruant de ce mois de juin, le festival Park Live, un marathon musical sur 3 jours. Les premières éditions du festival Park Live ont eu lieu à Moscou. Depuis 2013, ce méga événement a attiré en Russie de célèbres artistes internationaux, comme Linkin Park, Lana Del Rey, The Prodigy et Deftones. Mais après l'invasion de l'Ukraine en 2022, de nombreuses stars ont annulé leur participation au festival. Parmi elles, Gorillaz, Placebo ou encore Iggy Pop. Pour maintenir le festival Park Live malgré la guerre, ses organisateurs ont eu l'idée de déplacer l'événement au Kazakhstan, ce qui présente plusieurs avantages. Moi, je viens d'Irkoutsk. Et jusqu'à présent, ce festival me plaît beaucoup. Les Russes devraient aussi avoir l'occasion d'assister à des événements de cette ampleur. Ici, c'est super, parce qu'on retrouve aussi bien des Kazakhs que des Russes dans le public. En plus, les prix des billets, des vols et des visas sont abordables. Et puis, c'est beaucoup plus simple pour nous de venir ici qu'en Europe. Le principal sponsor du festival s'appelle Yandex, et son nom apparaît sur tous les stands. Park Live est sponsorisé par Yandex. Et je trouve ça très bien. Moi, j'utilise tout le temps leur service. Yandex, c'est la plus grande entreprise de la tech en Russie. J'utilise Yandex Taxi tous les jours. Et je me fais livrer mes repas par Yandex Eats, parce que c'est beaucoup plus pratique. Yandex Go, Yandex Eats, Yandex Taxi, et il y a aussi le moteur de recherche Yandex, que j'utilise quand je veux faire une recherche à partir d'une photo. L'entreprise russe Yandex est un fournisseur d'accès à Internet qui propose un site d'actualité, une plateforme de vente en ligne, de la musique, des vidéos, une messagerie et même des livraisons de repas. Yandex a été vendu pour 1 euro symbolique à la banque publique Sberbank. De facto, l'entreprise a été nationalisée. Depuis, Yandex diffuse directement la propagande du Kremlin. Si en avril 2022, vous faisiez des recherches sur Boutcha, impossible de trouver quoi que ce soit sur le massacre de centaines d'Ukrainiens perpétrés par des soldats russes. En revanche, ce qui était mis en avant, c'était des photos faisant la promotion de la ville en tant que destination touristique. Tout le monde utilise les services de Yandex. Pourquoi se voiler la face? Tous font appel à Yandex Taxi. Alors pourquoi ne pas se rendre à un festival Yandex? Mais pour certaines personnes, venir ici est impensable parce que certains artistes ont annulé leur venue et que les sponsors du festival soutiennent la guerre. À mon sens, c'est totalement hypocrite. Le Kazakhstan est d'ailleurs le pays étranger dans lequel Vladimir Poutine s'est rendu le plus souvent depuis son arrivée au pouvoir. Au mois de septembre, Olaf Scholz a lui aussi rencontré les chefs d'État des 5 pays d'Asie centrale. Visiblement, l'Europe a compris que cette région du globe pouvait jouer un rôle clé dans ses relations avec la Russie, mais aussi avec la Chine ou l'Afghanistan. Le Kyrgyzstan a longtemps été considéré comme le plus démocratique des régimes autoritaires d'Asie centrale. Mais en avril 2024, une nouvelle législation sur les soi-disant agents de l'étranger est entrée en vigueur, mettant à mal la liberté d'expression et le journalisme indépendant. Et c'est la Russie qui a inspiré cette loi. Il y a 5 ans, le Kyrgyzstan occupait la 70e position au classement mondial de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, nous avons chuté de 50 places.
Je m'appelle Bolot Temirov et je suis journaliste d'investigation au Kyrgyzstan. J'ai aussi créé les chaînes YouTube Temirov Live et 88DC. Bonjour, c'est Bolot. Bienvenue dans Temirov Live. Aujourd'hui, je vis en exil parce que mon gouvernement me persécute. Nous sommes des journalistes d'investigation et nous ne nous limitons pas dans le choix des sujets que l'on aborde. Au mois de janvier, les autorités ont arrêté 11 collaborateurs de Temirov Live, dont ma femme, qui avait repris la direction de la chaîne après mon expulsion. Mon équipe est accusée d'avoir incité la population à l'émeute. Tout ça parce que notre gouvernement estime que la moindre critique envers les autorités est susceptible de déclencher une émeute. Évidemment, tout le monde comprend qu'il s'agit là de répression. Le verdict a été rendu le 10 octobre. La femme de Bolot, Mahabat Tajibey-Kizey, a été condamnée à 6 ans de prison et son collègue Azamat Ishembekov à 5 ans de prison. 2 de leurs collaborateurs ont écopé d'une peine avec sursis. Aujourd'hui, nous sommes probablement les rares journalistes à mener des enquêtes sur la corruption de notre président et de son cabinet ministériel. Nous avons décidé d'en parler. Et c'est pour cela qu'on nous persécute. Le gouvernement invente même des lois pour nous réprimer. Et bien sûr, il copie ces lois sur la Russie. Je pense par exemple à la législation contre les fake news, ou encore celle sur les agents de l'étranger qui visent les médias. Une mesure similaire a d'ailleurs été adoptée en Géorgie. Et c'est à 70% la copie d'une loi en vigueur en Russie. La loi sur les agents de l'étranger adoptée au Kyrgyzstan est discriminatoire, car elle permet au ministère de la Justice de dissoudre n'importe quelle organisation sans la moindre forme de procès. Tout le monde peut être considéré comme coupable. Dans notre pays, l'influence russe est énorme. Commençons par le plagiat le plus audacieux de l'année. Sur le site de la Commission électorale centrale du Kyrgyzstan, le parti politique Azatik a affirmé que leur plus grande responsabilité consistait à gagner la confiance de tous les citoyens. En vérifiant leurs déclarations sur un site anti-plagiat, nous avons découvert que seulement 8% de leur texte était original. Tout le reste a été copié sur un autre parti politique, et pas n'importe lequel. Le parti Russie Unie. Le Kyrgyzstan essaie de jouer sur 2 tableaux. D'un côté, selon la rhétorique officielle du gouvernement, notre pays serait neutre. Mais de l'autre, il existe de nombreux liens entre le Kyrgyzstan et la Russie. On sait par exemple que certaines entreprises qui contournent les sanctions fournissent à la Russie des biens à double usage, dont du matériel militaire. Cher monsieur Sadir Japarov, merci d'avoir pris le temps d'honorer notre invitation. Le Kyrgyzstan est lié à la Russie par de nombreux accords internationaux et aussi par plusieurs engagements non officiels. Ils traitent le Kyrgyzstan presque comme si nous étions une république de la Fédération de Russie. On peut travailler sans être corrompu, me dirais-je, si j'étais président. Mais nous, forts de nos 30 ans de métier, nous restons critiques et continuons de dénoncer certains dysfonctionnements. En janvier 2022, nous avons enquêté sur la famille de Kamchi Bektashev, le 2e homme le plus puissant du pays. Ses proches s'enrichissent grâce aux entreprises publiques. 2 jours après, un commando a fait irruption dans nos locaux et a dissimulé de la drogue dans mes affaires. Ils ont glissé des trucs dans mon sac. Mon arrestation a déclenché des manifestations. Des journalistes, des activistes, mais aussi des citoyens tout à fait ordinaires se sont rassemblés pour protester.
On m'a accusé d'avoir falsifié des documents pour obtenir mon passeport. J'ai ensuite été expulsé de mon propre pays vers la Russie, alors que j'ai la nationalité kirghize. Ils m'ont effacé de tous leurs registres, comme si je n'avais pas passé les 20 dernières années de ma vie au Kirghizistan, comme si je ne m'y étais pas marié, et comme si je n'y avais pas eu d'enfant. En somme, comme si je n'avais pas existé. Si nous continuons à nous laisser gouverner par de tels oligarques criminels, le Kirghizistan restera pauvre et vulnérable. Ce n'est qu'en s'émancipant de la Russie que les pays d'Asie centrale parviendront à se développer. En tout cas, moi j'y crois. Et surtout, je garde espoir. Je suis impressionnée par la motivation et la force avec lesquelles les habitants d'Asie centrale luttent pour obtenir une vie meilleure et plus juste. Quant à la créativité des jeunes, comme Timur Karpov, elle me remplit d'espoir. Je souhaite que l'Allemagne et l'Europe accordent davantage d'attention à ces populations et à leurs préoccupations. Car d'un point de vue géopolitique, l'Asie centrale est une région très importante que nous devrions considérer d'égal à égal.